Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo au sujet, encore une fois, des Misérables, de Victor Hugo. Aujourd'hui on va parler de la 4e partie, puisque on en est là dans notre lecture, on a décidé de lire l'intégralité des Misérables cette année, et cette fois, j'ai décidé de lire cette partie intégralement en livre audio. Donc en fait, j'ai intégralement écouté cette partie. Pour celles et ceux qui souhaiteraient savoir exactement la version que j'ai écoutée, c'est sur Audible, c'est cette version-là. Vous pouvez très facilement la retrouver. C'est une version de l'intégralité des Misérables en audio. Avant d'entrer dans le vif du sujet, juste pour vous expliquer un petit peu mon ressenti sur le livre audio, j'ai du coup lu très rapidement cette 4e partie. J'ai mis quelques jours, je crois 3 jours, à écouter la 4e partie, donc ça fait quand même un peu plus de 300 pages dans la version Pléiade. Donc une lecture très rapide, mais une lecture un peu moins efficace, puisque quand on écoute, on est souvent en train de faire un peu autre chose, et donc évidemment on retient quand même moins d'informations. J'estime que en écoutant le livre audio, j'ai retenu à peu près 40% d'informations. Dans une lecture, on va dire active, donc avec un vrai bouquin où vous lisez tout simplement, moi personnellement je suis plus à 60% d'intégration des informations. Donc voilà, il y a quand même une perte, mais on arrive tout de même à avoir une bonne partie de l'intrigue, une bonne partie des informations et quelques détails par-ci par-là qui nous restent un peu en tête. Donc finalement, voilà, c'est intéressant, c'est rapide, mais on perd un peu des informations à l'écoute. Ce que j'ai fait pour un peu contrer ça, c'est que dès que j'entendais un passage qui m'intéressait vraiment, sur l'application, on peut mettre des petits signets, des petits marque-pages si vous voulez, avec une petite note. Et ce sont des passages qui du coup, après, sur lesquels je pourrais revenir directement avec le texte, les relire réellement avec le bouquin, et donc récupérer des citations, récupérer un raisonnement. Donc voilà, ça peut être intéressant à faire aussi cette écoute avec cette petite option des marque-pages. Alors, pour parler plus précisément de cette partie 4 des Misérables, eh bien on commence un peu comme la partie 2 avec une envolée historique de Victor Hugo, où Victor Hugo va parler du règne de Louis-Philippe, enfin du gouvernement de Louis-Philippe, si on peut dire ça comme ça, et globalement une partie, personnellement, que j'ai trouvé un petit peu plus intéressante que la partie sur Waterloo, puisque c'est une partie qui est beaucoup plus philosophique. Là, on a vraiment un intérêt philosophique, et on a vraiment, je pense que c'est vraiment la première fois du roman où on a cette importance, ce primat donné par Victor Hugo à la philosophie de ce qu'il appelle le progrès. Donc c'est une partie qui est très intéressante, une partie historico-philosophique qui est vraiment très intéressante et qui fait écho du coup à la suite et fin du roman avec tout cet éloge que Hugo fait du progrès. Ensuite, on passe à Cosette et on passe notamment à toute la partie qu'on a vue dans la partie précédente, c'est-à-dire le point de vue de Cosette sur les moments au jardin du Luxembourg, quand elle voyait Marius, le sourire qu'ils s'échangent, le choix de Jean Valjean de l'éloigner du coup de leur appartement et d'arrêter ses sorties dans les jardins du Luxembourg. Cette envie de Jean Valjean de ne surtout pas perdre Cosette, mais au détriment d'ailleurs d'elle-même, au détriment de son bien-être, au détriment de son potentiel amour. Mais pour autant, Éponine arrive quand même à remplir la tâche que lui avait donnée Marius, c'est-à-dire de retrouver cette jeune fille, et Marius se retrouve donc sous ce nouvel appartement, sous cette nouvelle maison dans laquelle Cosette et Jean Valjean vivent. Et là donc commence une idylle, c'est une partie du nom de cette 4e partie, une idylle entre Marius et Cosette. Ils tombent amoureux et ils se voient souvent, quasiment tous les soirs, sous cette maison, sous cet appartement, un peu dans les jardins, un peu cachés. Et Marius fait une promesse à Cosette qui est que si il n'arrivait pas à se marier avec elle, eh bien ça le tuerait, il mourrait.
Et malheureusement pour eux, eh bien, Jean Valjean décide de partir de la France, de partir en Angleterre et d'amener Cosette avec lui. Et donc Cosette, impuissante, se voit dire à Marius qu'elle va devoir partir et voit Marius vouloir tenir sa promesse et donc évidemment se sacrifier pour elle. Ce sacrifice, il aura lieu dans la deuxième partie de cette quatrième partie. Autrement dit, dans ce qui va être plus ou moins le cœur de cette quatrième et cinquième partie, ce qui est la révolution de 1832, si je dis pas de bêtises sur les dates, 1832, l'insurrection à Paris, dans laquelle Marius va tout simplement décider de se sacrifier pour la cause. Quelle est cette cause? Eh ben, on en revient à la cause philosophique du roman, c'est-à-dire le progrès, l'établissement d'une république qui avait commencé, on va dire, avec la Révolution française en 1789. Il va continuer de suivre ces républicains des amis de l'ABC qui vont, on va dire, l'emmener dans la Révolution, dans des combats armés, dans les barricades à Paris. De là, il va missionner Gavroche d'amener un dernier mot à Cosette en lui disant: voilà, je combats, je vais mourir et ce sacrifice, il est pour toi. Sauf que ce petit mot, Gavroche, va être intercepté par une personne qu'on connaît, qui est Jean Valjean tout simplement. Et Jean Valjean va récupérer le mot, va le lire et va décider de partir et de rejoindre la barricade où se trouve Marius. Dans un premier temps, on sent ce Jean Valjean qui est heureux de savoir que Marius va mourir, que Marius va se sacrifier pour enfin lui foutre la paix, si vous voulez, pour enfin qu'il puisse profiter de Cosette sans avoir cette arrière-pensée de Marius qui cherche à la récupérer, si vous voulez. Et donc, Jean Valjean part à la barricade, on dirait pour s'assurer que Marius va bien mourir. Donc voilà un petit peu la trame de cette quatrième partie. On a enfin cette histoire d'amour qu'on attendait un petit peu entre Marius et Cosette. Et en même temps, on commence à vraiment bien entrevoir l'aspect philosophique du roman avec le primat qui est donné par Victor Hugo au progrès, à la République, aux révolutions, aux insurgés. Et grâce à ça, on tombe dans une cinquième et dernière partie qui va tout simplement faire un peu la synthèse. Déjà, poursuivre ce moment des barricades, poursuivre et terminer ce moment des barricades, et aussi poser enfin sur le papier cet aspect philosophique des misérables, de ces vies de misérables, puisque évidemment ce roman a aussi un aspect très politique. Juste pour terminer, deux points qui m'ont qui m'ont vraiment marqué. Le premier qui est finalement ce moment des barricades, c'est un point de jonction, une croisée des chemins, si on peut dire ça comme ça, entre la quasi-totalité des personnages du roman. On a Javert, on a Gavroche, on a Marius, on a aussi Éponine, on a Jean Valjean évidemment qui arrive. Donc voilà, ça fait quand même, cette quatrième partie, un moment où tous les chemins se croisent et un point où après tout va repartir dans des sens différents. Et enfin, le deuxième point qui m'a assez marqué, c'est quelque chose qui m'a fait me dire qu'on est quand même face à un roman, qu'on est face à une histoire de fiction, puisque ce moment des barricades donne aussi un primat à l'acte héroïque et à la mort héroïque. Et je vous avoue que j'ai trouvé ça vraiment très loin des réalités. On a clairement un Gavroche qui meurt bêtement. Alors évidemment, c'est écrit avec une plume qui est exceptionnelle et donc ça rend vraiment le moment très héroïque, très intéressant, et on a peine pour ce Gavroche qui, dans un acte héroïque, meurt. Mais en même temps, on peut s'empêcher de se dire que ça ne se serait jamais passé comme ça, un enfant qui décide d'exercer comme ça un acte aussi héroïque et aussi, en fait,
suicidaire, clairement. Donc voilà, ce petit bémol où finalement on se rend compte quand même qu'on est en train de lire un roman, qu'on est en train de lire une fiction, et c'est pas du tout un reproche, c'est juste que voilà, il faut quand même faire attention, même si Victor Hugo entremêle des aspects historiques, des aspects politiques, des aspects philosophiques, on reste quand même en train de lire un roman et donc une fiction. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu évidemment cette 4e partie, si vous avez lu Les Misérables, dites-moi ce que vous en pensez. Il y aura assez rapidement, puisque j'ai décidé aussi d'écouter cette 5e partie, donc ça devrait arriver dans pas très longtemps. Il y aura la vidéo de la 5e partie et je pense faire une vidéo globale sur ce que j'ai pensé du roman. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à commenter la vidéo pour évidemment suivre toutes ces nouvelles vidéos sur mes lectures, sur des points de vue. Ça peut être toujours très intéressant de discuter avec vous en commentaire. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.